Au sommaire, processus de paix dans l'Est, le Sénat réaffirme son engagement aux côtés de l'Union africaine. Jean-Michel Sama Lukonde a reçu ce jeudi 17 juillet les anciennes chefs d'État Saleh Work et Catherine Samba-Panza, respectivement de l'Éthiopie et de la Centrafrique, venus pour une mission de consultation de l'Union africaine dont l'objectif est de renforcer le dialogue entre les institutions congolaises et les acteurs régionaux impliqués dans le processus de pacification. Éducation, le coup d'envoi de test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle a été donné ce jeudi, mobilisant plus de 1 590 471 candidats, dont 47% de jeunes filles. Cette évaluation marque la fin de l'éducation de base et vise à orienter les élèves selon leurs aptitudes. La ministre d'État de l'Éducation, Aïssa Malou, appelle les candidats au TENASOSP à faire preuve de responsabilité, d'intelligence et de détermination durant cette étape décisive. Le point sur l'actualité. Bienvenue sur Télé 50. La capitale Kinshasa s'apprête à accueillir une grande rencontre parlementaire africaine. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a reçu ce jeudi une délégation de l'Union parlementaire africaine dans le cadre des préparatifs d'une conférence et d'une session continentale prévue en fin d'année. Conduite par un haut représentant de l'Union parlementaire africaine UPA, la mission a échangé avec Sama Lukonde sur les modalités pratiques et protocolaires de ces événements de haut niveau. Un protocole d'accord en cours de finalisation définira les responsabilités entre l'UPA, le Sénat et l'Assemblée nationale. Dans le cadre donc de cet événement que nous sommes venus ici rencontrer les hautes autorités du Parlement de la RDC, et pour nous entendre sur les obligations de chacune des parties, c'est-à-dire il y a l'Union parlementaire africaine, il y a le Parlement et puis il y a les autres parlements également. Donc c'est une mission préparatoire à ces événements-là. Nous avons déjà un protocole d'accord que nous avons esquissé et c'est ce protocole d'accord qu'on va approfondir avec les services du Sénat et de l'Assemblée, voilà, de l'Assemblée nationale, donc l'ensemble du Parlement de la RDC. Nous allons nous entendre sur ce protocole d'accord et puis ça sera la base, en tout cas, qui permettra de mieux organiser ces événements-là. Prévue entre novembre et décembre 2025, cette double rencontre devrait réunir les présidents et membres des parlements africains autour des enjeux communs de gouvernance, de paix et de coopération interparlementaire. L'engagement du Parlement congolais à faire rayonner la diplomatie parlementaire africaine se confirme ainsi à travers son rôle de pays hôte de ces rencontres stratégiques. En prépare à cette audience, le premier vice-président du bureau, le sénateur José Kalala Wakalala, ainsi que le questeur adjoint Omana Bitika Pascal. Et juste après, Jean-Michel Sama Lukonde a accordé une audience à une délégation de l'Union africaine composée de deux anciennes chefs d'État, Saleh Work Zewde de l'Éthiopie et Catherine Samba-Panza de la Centrafrique, toutes deux membres du panel de facilitation chargé de soutenir les efforts de paix dans l'Est de la RDC. Cette rencontre intervient dans le cadre de la mission de consultation de l'Union africaine visant à renforcer le dialogue entre les institutions congolaises et les acteurs régionaux impliqués dans le processus de pacification de cette région meurtrie depuis 3 décennies. Le président du Sénat a salué cette initiative et a rappelé l'implication active de la Chambre haute dans l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de diplomatie parlementaire et de soutien au processus de paix, notamment le récent protocole d'accord signé entre la RDC et le Rwanda à Washington sous l'égide des États-Unis. Nous avons d'abord indiqué que nous, en tant que Parlement, plus particulièrement le Sénat, nous accompagnons le premier diplomate du pays, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec notre diplomatie parlementaire, selon en tout cas la direction que lui l'indique. Et puis, nous suivons aussi les questions de traité au niveau du gouvernement. Et donc, ici, d'abord l'appui à cet accord de paix qui a été signé aux États-Unis avec le Rwanda, mais aussi tous les instruments qui avaient déjà été édictés, notamment la résolution 2773. La délégation de l'Union africaine poursuivra sa mission à Kinshasa par une série d'autres rencontres avec les institutions, la société civile et les autorités nationales.
Et puis le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo s'est entretenu avec les chefs de la délégation du groupe politique du Parlement après la réflexion autour de la persistance de l'insécurité dans l'est du pays. Maître Guy Kabongo s'est rendu à l'état-major renseignement. Jacob Simbi. Ce sont des présidents des groupes politiques du Parlement réunis dans le cadre des collaborations interinstitutionnelles qui sont venus rencontrer le ministre de la Défense nationale. Dans une réunion, ils ont tablé sur la restauration de la paix dans la partie est de la RDC ainsi que la terreur que cela sème et le déplacement massif de personnes, signale l'honorable Lambert Mendo Malanga, chef de la délégation. C'est dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle que les présidents des groupes politiques au sein de l'Assemblée nationale sont venus aujourd'hui au ministère de la Défense pour une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, afin de faire le tour avec lui des questions sensibles qui concernent le secteur dont il a la charge au sein du gouvernement. Nous partons de l'idée que ce ministère est l'un des plus importants aujourd'hui, les plus régaliens pour un pays comme le nôtre qui fait l'objet d'une agression militaire. Et nous sortons de cette séance de travail très satisfaits des réponses que nous avons reçues de la part de Monsieur le vice-premier ministre. Au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Maître Guy Kabongo Mwadianvita, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, s'est après dirigé à l'état-major renseignement, un des services clés des FARDC, chargé de la détection des activités antipatrie, restant dans le cadre de l'itinérance dans différentes structures et unités militaires de la capitale Kinshasa. Cela fait plus de 15 ans qu'un ministre de la Défense ne visite cette entité des FARDC. Dans un briefing sectoriel, le commandant de ces services a présenté brièvement les fonctionnements du service des renseignements militaires dans toutes les zones de défense de la RDC. Face aux difficultés rencontrées, Maître Guy Kabongo Mwadianvita a rassuré de rechercher des solutions idoines. Et dans une visite guidée, le ministre a observé quelques bureaux occupés avant de sensibiliser les hommes en uniforme partout où il est passé sur la matérialisation de la vision du chef de l'État, commandant suprême, celle de construire une armée dissuasive et républicaine. Malgré le choc sécuritaire, le gouvernement central ne ménage aucun effort pour financer actuellement tous les projets de modernisation des voiries dans la capitale congolaise dans les buts d'améliorer la mobilité urbaine et entretenir une dynamique de croissance économique endogène et durable pouvant consolider la stabilité des équilibres macroéconomiques rétablis depuis juin 2024. Sur instruction du président de la République, le ministre des Finances Doudou Famba a eu au nom du gouvernement décaissé plutôt une somme importante pour la réhabilitation des infrastructures dans la ville de Kinshasa. À l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement central, avec un financement intégral assuré par le ministère des Finances, exécute un vaste programme de réhabilitation des artères principales de Kinshasa. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'investissement défendu par la première ministre Judith Tuluka Soumino. Dans le même cadre, le ministre des Finances Doudou Famba Likonde Libotai, lors d'une audience dans son cabinet de travail, avait échangé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, pour accélérer afin d'affiner le contour de cette intervention de large portée axée sur l'aménagement des artères principales de la capitale. Parmi les projets déjà réalisés, en premier lieu, le projet de 115 km de voirie en béton armé a permis de moderniser les axes essentiels, notamment l'avenue du Livre, l'avenue des Huileries à Kassavoubou, avenue Tombalbaye, avenue Kulumba, avenue Matakumu. Les travaux sont en cours. En second lieu, les projets ont été priorisés pour répondre aux défis immédiats de la population. Ngaliema, avenue du Tourisme, Mongafula, Kimwenza, Limete, Lemba, Selembao
et région Ndala. C'est dans le cadre de ce projet d'urgence que le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, a effectué une descente sur le terrain aux côtés des ministres d'État Alexis Guissaro en charge des infrastructures et les gouverneurs de la ville de Kinshasa Daniel Bomba. Le ministre fidèle à sa logique de 3C, commander, contrôler et corriger, il est allé s'imprégner de l'évolution des travaux et de veiller à leur exécution. Ensuite, le projet de modernisation de quelques artères a également été lancé dans le cadre de 3 communes, Gombe, Kassavubu et Limete. Plusieurs avenues stratégiques ont été réhabilitées. L'avenue Kingabois, avenue du Cercle, avenue Flamboyant Orange, avenue Pumbu, Batetela, Perboka, avenue des Forces Armées, avenue Kisangani, avenue Kadeko. Grâce à l'implication personnelle du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï. Et puis cette bonne nouvelle pour les habitants de la Tchangou, bientôt seront lancés les travaux de construction de la route Efobank dans la commune de Lansele après le plaidoyer du ministre des Finances à travers l'ASBEL, les amis de Doudou Fwamba Libotaï. C'est ainsi que Philippe Mantandi, coordonnateur de cette ASBEL, était descendu sur place pour échanger avec la population de ce coin et leur annoncer cette bonne nouvelle. Après une journée chargée, c'est tard dans la soirée que l'infatigable envoyé du ministre des Finances arrive au quartier Efobank pour partager la bonne nouvelle. Bientôt, c'est le lancement des travaux de construction de la route Efobank dans la commune de Lansele, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, après le plaidoyer du ministre des Finances. Une route principale, mais très sablonneuse, rendant difficile la praticabilité, surtout pour les motocyclistes. La descente de ce notable de la Tchangou est coordonnateur de l'association sans but lucratif Les Amis de Doudou Fwamba Libotaï et donc un ouf de soulagement. Le chef de l'État doit remercier Peka Makazi de façon que Ademba Bisoti pour Bisoti Tozabananae. Après avoir échangé avec les motocyclistes, Philippe Matondi explique aussi aux femmes de Lansele les bien fondés du lancement de ces travaux qui va désenclaver ce quartier et favoriser le développement. Nous, en tant que notables de la Tchangou, nous venons déjà jeter le décor pour témoigner notre soutien au chef de l'État, pour lui remercier davantage parce que c'est une personne qui tient la parole dans peu de temps et cette route sera une réalité. Il est vraiment difficile, la route est impraticable mais aujourd'hui c'est une histoire qui va devenir une réalité et nous disons aussi un grand merci à son excellence monsieur le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï, l'argentier national. Toujours active, l'ASBEL, les amis de Doudou Fwamba Libotaï, promet de revenir dans les prochains jours lors du lancement des travaux de construction de cette route, un facteur clé pour le développement du quartier Mikonga et Efobank. Je le disais en titre, le coup d'envoi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle a été donné ce jeudi, mobilisant plus de 1 590 471 candidats, dont 47% sont des filles. L'on a constaté tout de même l'absence de plus d'une centaine d'élèves enregistrés principalement dans les zones de Binza, Bouicha et Bouito au Nord Kivu en raison des affrontements armés. À Massissi, les écoles de l'axe Boabo, Banyunga n'ont pas ouvert depuis janvier 2025. La recrudescence de l'insécurité a fortement affecté la participation aux examens. Cette année, ils sont plus d'1 million de candidats, dont 47% des filles à prendre part à cette épreuve certificative sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones occupées par l'armée rwandaise. À en croire la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui a patronné la cérémonie de lancement officiel du TENAS-SOSP, ce test marque une avancée majeure dans la structuration de l'enseignement secondaire en RDC, en permettant à chaque élève de 8e de s'orienter selon ses aptitudes, ses ambitions et les besoins du pays. Raissa Maloudinanga en a profité pour exprimer sa solidarité à l'endroit des élèves se trouvant
dans l'est du pays. Le TENASOSPE est un outil précieux. Il nous aide à améliorer notre système éducatif. Il nous fournit des données pour ajuster nos politiques. Le gouvernement reste engagé à améliorer l'éducation. Nous sommes solidaires de nos enfants dans les provinces sous occupation. Même sous les balles, ils passent leurs épreuves. Cette situation difficile doit se transformer en opportunité. Une opportunité pour bâtir un Congo juste, équitable et inclusif. Saisissons cette chance, construisons ensemble un pays où chacun trouve sa place. Servons avec fidélité et loyauté notre pays. Sur ces mots, je déclare officiellement lancé le test national de sélection et d'orientation scolaire professionnelle pour l'année scolaire 2024-2025. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle est un pas de plus et pas de moindre vers une école qui révèle les talents et prépare les citoyens de demain. Restons dans l'éducation avec ce sujet à la base d'une forte polémique sur la toile. Maintien de filles enceintes dans le système éducatif de la RDC pour une bonne moralité et la discipline en matière de mœurs. La Commission épiscopale pour l'éducation chrétienne et coordination nationale des écoles conventionnées catholiques s'oppose à cette décision prise par la ministre Raissa Malou. À la voix de l'Église catholique s'ajoutent d'autres qui rentrent dans la même logique. Alors, que dit la loi en cette matière? Je vous laisse suivre la réflexion de la rédaction avec Jean-David Kilolo. La décision du gouvernement congolais de garantir le droit à l'éducation aux filles enceintes, en interdisant toute forme d'exclusion ou de sanctions dans les établissements scolaires, suscite un vaste débat national. D'un point de vue juridique et pédagogique, la décision s'aligne sur plusieurs instruments internationaux que la RDC a ratifiés, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle consacre le principe selon lequel la grossesse ne doit pas constituer un motif de rupture du parcours éducatif d'une élève, tandis que celle-ci souhaite poursuivre sa formation. Pour de nombreuses familles, cette mesure offre une seconde chance à des jeunes filles souvent stigmatisées et marginalisées. Elles rompt avec une tradition punitive où la grossesse est synonyme de bannissement social. Le système éducatif congolais fait donc un pas important vers une école inclusive, résiliente et attentive aux vulnérabilités. Entre intention noble et réalité troublante. Mais si l'intention est louable, sa mise en œuvre interroge. Car l'école, lieu de formation morale autant qu'intellectuelle, peut-elle évoluer sans garde-fou dans une société déjà confrontée à la montée des grossesses précoces, à l'hypersexualisation des jeunes et au relâchement des normes éducatives? Des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme un message ambigu, voire un encouragement indirect à la permissivité. Certains craignent que les élèves interprètent cette disposition comme une validation implicite des rapports sexuels précoces, surtout en l'absence d'une éducation sexuelle complète, structurée et adaptée. À cet égard, l'Église catholique, fidèle à sa doctrine, rappelle l'importance de la chasteté, du respect de soi et du caractère sacré de la vie. Elle redoute une société où les repères moraux s'effondrent au profit d'un relativisme ambiant. Faut-il alors ignorer sa voix? Non. Faut-il s'y soumettre sans débat? Pas davantage. Plutôt que d'opposer école, église, inclusion morale, le défi est de conjuguer les responsabilités. Il ne s'agit pas de normaliser la grossesse en milieu scolaire, encore moins de l'encourager, mais de reconnaître qu'elle existe et qu'elle exige des réponses humaines, éducatives, non répressives. Un accompagnement psychologique et médical des jeunes filles enceintes à l'école, un dialogue franc avec des familles pour éviter l'isolement et la récidive, un renforcement de l'éducation à la vie, non pas dans une optique dogmatique, mais pour éclairer les choses et le choix, prévenir les abus et promouvoir la responsabilité. Car une politique publique, aussi progressiste soit-elle, ne réussit que si elle s'inscrit dans un écosystème cohérent, mobilisant enseignants, parents,
autorités religieuses et acteurs sociaux. À défaut, cette ouverture pourrait renforcer des pratiques à risque et aggraver les problèmes qu'elle cherche à résoudre. La RDC a choisi, à travers cette circulaire, de se tenir aux côtés de ces filles enceintes ou non, dans leur parcours éducatif. Elle a tranché en faveur du droit à l'instruction contre l'exclusion, de l'humanité contre les jugements. Mais cette avancée ne sera bénéfique que si elle s'accompagne d'un effort d'encadrement, de pédagogie et des responsabilités collectives. Et dans le Holomami, 13 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit la nuit de mercredi à jeudi sur la nationale numéro 1 à 5 km du chef-lieu de la province au niveau du village Piero. Aussitôt informé de cette situation, le gouverneur a fait une descente sur place. Aussitôt informé de l'accident qui s'est produit à plus de 7 km du chef-lieu de la province sur la nationale numéro 1, le gouverneur de la province du Holomami, Bandamouloumi Marmon, a fait une descente sur le lieu, question de se rendre compte de la situation. Sur place, l'autorité a déploré la perte en vie humaine. Urgemment, les blessés ont été acheminés vers l'hôpital général pour les soins appropriés et les 13 corps sans vie ont été conduits à la morgue de l'hôpital général. Selon les sources, les mauvais états de la route et le manque de vigilance seraient la cause principale, mais d'autres sources ajoutent que les gérants et les chauffeurs n'y parlaient pas les mêmes langages, chose mal digérée par le chauffeur. Ayant constaté ce dégât, les gérants et les chauffeurs ont pris le large. Néanmoins, le gouverneur a pris toutes les dispositions nécessaires pour l'enterrement digne de ces et suivre de près l'évolution des blessés. Et puis le questeur du Sénat, Topenka Bongo Mukenge Chai, est arrivé à Kananga, chef-lieu du Kassai central. Fidèle à sa tradition, le sénateur a entamé une tournée dans son fief électoral pour rendre compte, écouter les préoccupations des populations locales et formuler un plaidoyer auprès des autorités centrales. Aussitôt arrivé, il s'est rendu à Konko-Wachila, village natal de son père, situé à 25 km de Kananga, dans la commune de Nganza. C'est en véritable fils maison que Topenka Bongo Mukenge Chai a été accueilli dans une ambiance de liesse populaire. À chaque visite, l'élu répond à un besoin. Après un forage d'eau, cette fois, il a apporté un écran de télévision et des ballots de vêtements pour les habitants. Une manière, selon lui, de permettre à la population de rester informée et connectée au reste du pays. Il en a profité pour réitérer son appel à l'unité et à un soutien indéfectible au président de la République. Le chef coutumier du village, ému par cet engagement, a invoqué les ancêtres pour bénir le parcours de leur fils. La rencontre, empreinte de convivialité, s'est prolongée plus de 3 heures dans un esprit de proximité et de dialogue. Le lendemain, c'est-à-dire mardi 15 juillet, Topenka Bongo Mukenge Chai s'est rendu à l'hôpital du Bon Berger de Chikaji, une structure protestante emblématique érigée bien avant l'indépendance dans la commune de Nganji. Conformément à ses promesses de campagne, le sénateur continue de soutenir l'établissement tant sur le plan financier que logistique. Accueilli par le comité de gestion et le personnel soignant, il a remis officiellement un forage d'eau financé à la demande de l'hôpital. 2 téléviseurs de 16 pouces ont également été offerts, l'un destiné au réfectoire, l'autre à la salle d'accueil. En parallèle, le parlementaire prend en charge les soins de plusieurs malades sans ressources. La tournée de Topenka Bongo Mukenge Chai se poursuit dans les 5 territoires du Kassai central, Dibaya, Demba, Dimbelenge, Kazumba et Luisa, dans une dynamique d'écoute, d'action et de solidarité concrète. Et puis le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a tenu une réunion ce jeudi avec ses membres présidents des partis politiques et personnalités autour de plusieurs questions d'actualité, notamment l'accord de paix RDC-Rwanda. Tout en prenant acte de l'accord de paix, cette frange de l'opposition estime qu'il faut saisir la main tendue du chef de l'État et emboîter le pas au camp Martin Fayulu-Madidi et Adolphe Muzito en vue de consolider l'unité et la cohésion nationale. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social relève moult affirmations et considérations qui ne cadrent pas avec la posture d'une véritable opposition. Prétendant sortir de son mutisme, cette frange de l'opposition vient en fait de publier
ce 11 juillet 2025, sa déclaration commune qui, aussi bien dans sa forme que dans son fond, dépouille toutes les caractéristiques d'une véritable opposition. Une opposition essoufflée qui a peur d'être marginalisée par les États-Unis et les pouvoirs légitimes en place. Tout dialogue n'est convenable qu'autour du président de la République, chef de l'État, au regard des prérogatives lui dévolues par la Constitution, spécialement en son article 69. En tout état de cause, en prenant acte de l'accord de paix RDC-Rwanda, cette frange de l'opposition serait bien inspirée, alors bien inspirée, de saisir la main du chef de l'État qui demeure toujours tendue et emboîter les pas à l'autre frange de l'opposition, incarnée par messieurs Martin Fayoulou Madidi et Adolphe Mouzito, respectivement président des partis politiques SID et Nouvel Élan, dont l'objectif de consolider l'unité et la cohésion nationale. Décédé le 29 juin à Paris, la dépit mortelle du sénateur élu de la province du Mai-Ndombe, Adonis Ngambani, est arrivé à Kinshasa dans la soirée d'hier mercredi. Homme à plusieurs casquettes, dont une casquette sportive comme premier vice-président de la Fédération de handball du Congo. Le président du Sénat était présent à l'aéroport de Njili pour s'incliner devant le corps de son ancien collaborateur. La famille biologique du défunt, les handballeurs, les amis et quelques connaissances étaient à l'aéroport de Njili, un moment insoutenable. Ils ont bravé la nuit pour venir accueillir la dépouille mortelle du sénateur Adonis Ngambani, qui assumait aussi la fonction du premier vice-président de la Fédération des handball. À l'aéroport d'Njili, on pouvait noter la présence du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, en compagnie de son deuxième vice-président, Baatilo Kwebo, et quelques sénateurs. Et côté sport, le secrétaire général de la FEAND, Herman Ngediko, et quelques dirigeants des handball quinois, les amis et quelques anonymes étaient présents, venus soutenir la famille afin d'accueillir le corps inanimé de celui qu'ils appelaient affectueusement Adonis Mbambi. Il séjournait à Paris en France pour des soins de santé appropriés. Malheureusement, la mort a eu raison de lui. Un moment insoutenable. C'est avec beaucoup de tristesse et de douleur que nous avons appris son décès. Nous avons pris l'option d'être à côté tant de sa famille biologique, sa famille politique et même aussi sa famille sportive, parce que vous saviez qu'ils étaient un grand admirateur du handball. Et aujourd'hui, nous sommes là très pieusement pour accueillir sa dépouille, de manière à ce que ces obsèques soient organisées avec dignité. Après les formalités d'usage, le cortège funèbre s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, l'avenue Sendwe, triomphale, pour joindre la morgue du cinquantenaire où le corps a été mis au frais en attendant le mardi 22 juillet 2025 pour sa mise en terre après les derniers hommages de tous ceux qui l'ont connu. Cette dernière étape va se dérouler au Palais du Peuple. Et venons-en rappeler les principaux titres. Processus de paix dans l'Est, le Sénat réaffirme son engagement aux côtés de l'Union africaine. Jean-Michel Samaloukonde a reçu ce jeudi les anciennes chefs d'État Saleh Work et Catherine Samba-Panza, respectivement de l'Éthiopie et de la Centrafrique, venus pour une mission de consultation de l'Union africaine dont l'objectif est de renforcer le dialogue entre les institutions congolaises et les acteurs régionaux impliqués dans le processus de pacification. Éducation, le coup d'envoi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle a été donné ce jeudi, mobilisant plus d'1 590 471 candidats, dont 47% sont des filles. Cette évaluation marque la fin de l'éducation de base et vise à orienter les élèves selon leurs aptitudes. La ministre d'État à l'éducation, Raissa Malo, appelle les candidats au TENASOPS
à faire preuve de responsabilité, d'intelligence et de détermination durant cette étape décisive. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez informés, si aussi, sur la 96.2 MHz Radio 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.